Eh bien, bonjour à toutes, Florian, Creative Handicap. Deuxième jour de déconfinement en zone rouge. J'espère que pour vous tout va bien. Et aujourd'hui, on va encore une fois parler de quelqu'un que j'aime particulièrement. Alors on va imaginer ensemble. On va imaginer une photo, des poids, des couleurs. Jaune, noir, des motifs géométriques formés essentiellement par ces ronds, ces poids. Ces motifs répétés à l'infini qui vont maculer toute surface, toute chose. On va imaginer une pièce inondée de ces formes. Jaune, noir, ce design qui envahit l'espace, qui le perturbe. Un miroir sur un mur opposé qui va le répéter à l'infini. Et soudain le visage d'une femme impassible, à la chevelure rouge au carré qui va se détacher et surgir. C'est au départ une incompréhension des formes et à mieux y regarder, elle porte des vêtements au même motif. On perd alors la notion d'espace, voire de temps. On est en plein psychédélisme, un living art show déroutant. Et vous venez de rencontrer Yayoi Kusama. Alors Yayoi Kusama, elle est née au Japon le 22 mars 1929. C'est la benjamine d'une fratrie de 4 enfants, d'une famille assez aisée. Elle va faire son éducation à l'école élémentaire de Kamanta. Et puis Kusama, elle a très tôt montré un intérêt pour l'art. Elle va peindre déjà petite depuis l'âge de 10 ans. Elle avait pris pour habitude d'emmener du matériel sur les champs que tenait sa famille. Et puis elle passait des heures à dessiner des fleurs. Puis en 1941, le 7 décembre exactement, c'est Pearl Harbor, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Et ça va marquer l'entrée en guerre du Japon. Et là, elle va être mobilisée, comme tous les enfants de son âge, pour l'effort de guerre. Donc elle se voit alors forcée de confectionner des parachutes et des uniformes militaires. Dans une usine de textile. Alors, elle continue, elle, de dessiner comme elle l'a toujours fait depuis son enfance, c'est son échappatoire. Mais son échappatoire, un petit peu particulière, parce qu'elle veut aussi s'échapper d'hallucinations dont elle est victime. Et lors d'un dîner de famille, elle va raconter quelque chose. Elle dit, voilà, tout a commencé par des hallucinations. Un jour, après avoir vu sur la table la nappe au motif de fleurettes rouges, j'ai porté mon regard vers le plafond et là, partout, sur la surface de la vitre comme sur celle de la poutre, s'étendaient les formes de fleurettes rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en était plein. Alors ces tâches, ces poids, nourriront son concept de self-oblitération. Ce sera d'ailleurs dès lors omniprésent dans toutes ses œuvres. Elle va exposer ses œuvres à l'âge de 16 ans. Elle va gagner un concours, les concours d'exposition des arts régionaux, en 1945. Elle va poursuivre ses études à Kyoto, où elle va apprendre la peinture et étudier la peinture japonaise traditionnelle. Ses parents voyaient ça d'un mauvais œil. À l'époque, effectivement, les femmes ne pouvaient pas avoir une carrière artistique. Et puis sa mère en particulier, qui va tout faire pour l'empêcher de mener à bien son projet. Mais avec sa mère et elle, c'est très très conflictuel. Et dans son autobiographie, elle va raconter le traitement que lui fait subir sa mère. Elle le décrit comme une femme au tempérament impétueux qui avait pour habitude de se venger de l'attitude volage de son mari sur la fillette. Alors on comprend assez bien le besoin d'indépendance et de force de caractère de la jeune artiste qui va surgir. Elle disait, au beau milieu d'une famille aussi toxique que celle-ci, la seule chose pour laquelle je vivais était mon art. Et comme je manquais de sens commun dans mon rapport aux gens et à la société, les conflits avec mon entourage se sont aggravés plus encore. Alors, la pression mentale et mon anxiété naturelle se faisaient de plus en plus présents à mesure que les critiques me visaient et l'avenir commença à me paraître sombre et répugnant. L'artiste a souvent rappelé dans ses interviews qu'elle avait une hantise des relations sexuelles et par extension du machisme et de la position de l'homme dans la société. L'enfance de l'artiste, la volonté que sa mère avait de la marier et les frasques adultères de son père ont sans doute éveillé chez elle une méfiance à l'égard du sexe et des relations intimes. Mais ses études artistiques se révèlent bien loin de l'idéal qu'elle s'était imaginé. Elle est dégoûtée par l'immuable hiérarchie japonaise, des rapports de maître à disciple, elle se sent étouffée par les méthodes, les règles de la peinture traditionnelle. Et puis elle va se tourner vers l'art occidental, puis elle va décider de continuer en autodidacte. Voilà. Et puis en 1952, elle va organiser sa première exposition personnelle à Matsumoto, couronnée de succès d'ailleurs. Et puis elle va faire plein d'expositions à Tokyo, etc. Chacune de ces expositions, rendez-vous compte, il y a plus de 250 œuvres. Et elle va avoir une notoriété qui commence à être très prometteuse. Et puis elle en a marre. Et puis elle a décidé depuis longtemps de quitter le Japon, et puis elle hésite entre Paris, New York, elle ne sait pas. Et puis finalement, son choix se porte sur New York. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est le centre de l'avant-garde artistique, notamment avec Franz Klein, William de Kooning, Pollock. Et puis elle va raconter que sa vie à New York, quand elle arrive, c'est pas de tout repos. Elle va témoigner dans son autobiographie en disant « J'ai longtemps souffert des maigres économies, ça me permettait pas de manger ni de me loger décemment, tout en achetant le matériel dont j'avais besoin. »
Alors elle va exposer des photos, des collages, elle va faire des installations, avec entre autres Andy Warhol d'ailleurs. Et puis ses contacts, son talent, puis elle est très provoque, hein, donc ça lui permet de sortir de l'ombre. Et elle rencontre Donald Judd, qui est un artiste américain critique qui l'adore. Alors il l'adore vraiment, il l'aide à produire des expositions, et puis elle va même déménager dans un nouveau studio, juste en dessous de chez lui. Hein, et c'est à peu près à cette époque qu'elle va commencer à étendre ses créations à la sculpture, et notamment à ses accumulations, c'est ce qu'elle va appeler. L'artiste va participer à sa façon, au mouvement de psychédélisme du pop art, et en 60, elle va lancer son manifeste de l'oblitération et déclarer « Ma vie est un poids, P-O-I-S, perdu parmi des milliers d'autres poids ». Alors dans les années 60, à partir des années 60, on peut dire qu'elle était déjà ancrée dans la scène artistique avant-gardiste, comme Warhol ou Judd. Et puis en 64, elle va présenter une de ses œuvres majeures qui s'appelle 1000 Boat Show, c'est le show de 1000 bateaux. Une des œuvres les plus célèbres qui va mêler bateaux, phallus, obsession, images, sons, vidéos, mannequins, objets, tout ça c'est recouvert de poids ou de macaroni. J'ai bien dit macaroni. Alors elle fait des happenings, des performances. En 66, c'est son premier happening. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'allonge au beau milieu du trottoir sur un matelas recouvert de formes phalliques protubérantes qui sont elles-mêmes recouvertes de poids. En 66, elle participe à la Biennale de Venise. Alors elle n'est pas invitée, sans autorisation, elle arrive, elle débarque et elle déverse dans les canaux 1500 boules miroitantes, un peu comme des boules d'aluminium qui brillent de mille feux. Devant le pavillon italien, elle présente son œuvre comme ça, Narcissus Garden. Bon, elle y retournera à la Biennale de Venise en 93. Là, elle sera officiellement invitée, elle représentera le Japon. Mais Kusama, elle donne plusieurs noms à ses performances, la Naked Performance, parce que les participants sont souvent nus, ou les Body Festivals en collaboration avec des danseurs ou des hippies volontaires. Elle organise des Anatomic Explosions, des Naked Demonstrations. Alors c'était très choquant à l'époque. C'était presque des manifestations idéologiques ou politiques qui étaient très très souvent stoppées par la police parce que ça avait lieu dans les lieux touristiques ou des lieux de passage. Elle a même fait sa première performance publique en incluant du body painting. Puis en 67, elle va faire un film de 23 minutes qui va être récompensé d'ailleurs de divers prix. C'est un peu une rétrospective de ce qu'elle a fait avant. Mais l'apogée de ses œuvres, ce sera l'année 68. Et puis cet élan va s'essouffler. Elle va essayer d'exporter un peu ses œuvres au Japon. Puis en 68, elle fonde son entreprise de mode sous le nom de Kusama Fashion Company. Et là, sa première collection, c'est des pantalons à pois, des robes psychédéliques, des tuniques avec des influences de coupe japonisantes, bien sûr, qui vont reprendre le leitmotiv de sa self-obliteration. C'est des pois. Et ça met en scène la nudité, représentant pour elle la paix et l'amour. Et puis alors, ces créations vestimentaires destinées à un public assez large, elles se vendent comme des petits pains dans les magasins de New York. Puis donc en 69, elle va ouvrir les portes de son premier magasin à New York, sur la 6e avenue. Et là, le tout New York avant-gardiste arrive et va essayer de s'offrir ses robes, ses vêtements au style assumé, dont une robe d'ailleurs, c'est la robe pour plusieurs personnes, comme la ménage à trois, des vêtements transparents, découpés, qui laissent entrevoir des zones intimes du corps, des robes de mariage gay, etc. Et la presse généraliste va alors en parler d'une mode bizarre. Et elle-même c'est un vrai outil de com pour elle, parce qu'elle va aussi porter ses créations lors de ses happenings. Et puis elle est fatiguée mentalement, puis elle va rentrer au Japon en 73. Là, elle se concentre sur sa santé. Elle continue de créer des collections pour sa marque, qu'elle va dire pour la femme moderne, libre, captive, stellaire, politique, belle, bizarre. Et puis en 77, elle est internée. Elle vit dans l'hôpital psychiatrique Seiwa à Tokyo. Mais elle va quand même disposer d'un atelier en plus de sa chambre au sein de l'hôpital. C'est son studio qu'elle va appeler son lieu de travail avec son équipe. C'est situé juste de l'autre côté de la rue. Donc nous, on la découvre vraiment en 2000 au Musée des Beaux-Arts de Nancy, puis en 2001 lors de sa première exposition parisienne à la Maison de la Culture du Japon. En 2006, elle réapparaît sur la scène médiatique parce que Marc Jacobs, qui est directeur artistique de Louis Vuitton, va lui proposer une collaboration qu'elle va accepter en apposant ses célèbres poids sur un sac, le sac Louis Vuitton Ellipse Bag. Puis il la ressollicite en 2012 pour une seconde intervention sur toute une collection capsule femme prête à porter. Alors il y a des vêtements, des chaussures, des accessoires, de la maroquinerie, etc. Et elle va aussi décorer plusieurs boutiques éparpillées sur le globe. Elle va collaborer avec Lancôme pour une ligne de rouge à lèvres et pour la création de t-shirts aussi pour la griffe Uniqlo. Dernièrement, il y a des rétrospectives qui se multiplient dans le monde entier, dans les plus grands musées du monde. Et le Centre Pompidou, d'ailleurs, lui a consacré sa première rétrospective française en 2012.
l'exposition qui va présenter un choix de 150 œuvres réalisées entre 1949 et 2010. Voilà. Pour Kusama, elle dit « Je fais de l'art psychosomatique ». Elle crée à partir de sa maladie, de ses névroses. Elle reproduit en des centaines, en des milliers d'exemplaires ce qui l'effraie. Les formes phalliques, les poids qui ressemblent à la disparition et la mort du moi dans l'environnement. Nous sommes plus que de misérables insectes dans un univers incroyablement vaste, dit-elle. L'homme ne ferait qu'un avec l'univers. Le phallus et les macaronis utilisés dans toutes ces installations sont quant à eux liés au rejet que Kusama a du sexe, mais aussi de la société de consommation de masse. Accumulation 1, par exemple, c'est une sculpture, une œuvre, qui représente un fauteuil qui est recouvert de protubérances. Alors, ces protubérances sont des phallus, bien sûr, qu'elle a cousus à la machine et remplis de tissu. Plein d'objets vont connaître un peu le même sort sous ses mains. Puis la notion d'infini, c'est un fil conducteur dans toute son œuvre. Les miroirs qui démultiplient l'espace, les poids qui colonisent l'espace sans limite, qui annihilent les frontières entre l'homme et l'environnement, les échelles lumineuses qui ont ni début ni fin. Elle combat le mal par le mal, avec des gestes minimaux, répétitifs, systématiquement dans ses toiles. Pour elle, c'est un remède pour soigner ses obsessions hallucinatoires. C'est aussi l'auteur de 19 romans, Kusama, qui s'intitule Manhattan, le premier, s'intitule Manhattan Suicide Addict, publié en 78. Elle a écrit des livres de poésie, elle a écrit des musiques, des paroles de chansons, un magazine, Kusama Orgy, qui va retracer tous ses happenings et exposer sa philosophie. Kusama, si différente et si extraordinaire. Je terminerai par une jolie métaphore que je tenais à vous conter. Tous les matins, c'est un paysan qui va chercher de l'eau à rivière. Il remplit 2 grandes jarres qui portent ensuite aux 2 bouts d'un solide bâton qui est posé sur ses épaules. Il y a une de ces jarres qui est fêlée et l'eau qui goutte le long du chemin. La jarre en est affligée parce qu'elle a le sentiment de ne pas accomplir correctement son devoir. Alors un jour, elle demande pardon au paysan. « Je suis fendue et je ne rapporte chez toi que très peu d'eau. J'aimerais être comme ma compagne qui fait bien son travail. » Et le paysan la regarde et lui dit « Que vois-tu de l'autre côté du chemin ?» Des fleurs tout au long de la route, et ces fleurs, c'est grâce à toi. Et elles sont devenues belles parce que tu les arroses chaque matin. Et en te rendant grâce, comme je te rends grâce, car je peux maintenant offrir un beau bouquet de fleurs à ma femme. Regarde maintenant de l'autre côté du chemin, que vois-tu? Il n'y a rien que de la poussière et un sol de cailloux. Alors certes, ta compagne fait bien son travail de jarre, mais elle n'a pas ton talent. Chacun fait selon sa nature. Réjouis-toi d'être fendue et imparfaite, car comme souvent, la faille a son talent caché. Voilà, alors espérons que Kusama nous réserve encore de belles surprises qui surviendront, je n'en doute pas, à point nommé. Excellente journée, à bientôt.